André Comte-Sponville, j'ai 68 ans, je suis père de 3 enfants qui sont grands, fort heureusement, et je suis philosophe. Au départ, ma passion, ma vocation, mon ambition, c'était d'écrire. Et quand j'étais très jeune, je crois qu'à 7-8 ans déjà, je voulais être écrivain. Et comme à l'époque, bien sûr, je ne lisais que des romans, je voulais donc être romancier. Et puis ce qui s'est passé, c'est que bien des années plus tard, vers l'âge de 17-18 ans, j'ai découvert la philosophie. Et ça m'a paru encore plus intéressant que la fiction. Au fond, je me suis dit, à quoi bon inventer des histoires quand la vie réelle est déjà tellement intéressante. Et donc j'ai viré ma cutie, si l'on peut dire, je suis bien écrivain. Mon rêve d'enfant, je l'ai réalisé de ce point de vue, mais je n'écris pas des romans, contrairement à ce que j'avais envisagé, j'écris de la philosophie. Oui, j'ai un message qui est de faire ce qui dépend d'eux pour pouvoir réaliser leurs rêves. Quand ce sont des rêves raisonnables. Parce qu'il y a une formule qui m'a toujours un peu agacé, c'est va au bout de tes rêves. Mais il y a des rêves idiots, évidemment. Il y a des rêves naïfs, il y a des rêves dérisoires, il y a des rêves malsains. Moi, j'ai rédigé un aphorisme. Il m'arrive d'écrire des aphorismes de temps en temps dans un cahier. L'un d'entre eux est le suivant, je vous le soumets. Va au bout de tes rêves. Réveille-toi. Autrement dit, un rêve, il faut en sortir. Il faut se réveiller. Et si votre rêve c'est d'être écrivain, je prends mon cas, je me suis réveillé le jour où j'ai commencé à travailler sérieusement. Alors moi, ça a pris une forme très simple. J'ai décidé de me lever tous les matins à 7 heures et d'être à ma table pour écrire au plus tard à 8 heures. J'avais 24 ans, c'était après la création, j'étais célibataire, j'étais libre, et ça m'a peut-être bien sauvé la vie. Cette simple règle, debout à 7 heures du matin, quoi qu'il advienne, au boulot à 8 heures au plus tard, c'était quand même mieux que rêver de devenir écrivain. C'était se donner les moyens de l'être. J'ai appris qu'il est varié, souvent dérisoire, parfois exceptionnel. Moi, je suis un humaniste, c'est-à-dire que je pense évidemment que l'humanité est une et que c'est l'espèce qu'il faut par excellence préserver. Il faut préserver toutes les espèces, mais on ne fera pas. Je ne suis pas un antispéciste. Si être spéciste, c'est penser que toutes les espèces ne sont pas égales en droit et en dignité, alors je suis résolument spéciste parce que je suis humaniste. Je pense que les êtres humains sont tous égaux en droit et en dignité entre eux, mais bien sûr supérieurs en droit et en dignité à toutes les espèces animales, ce qui n'est pas une raison pour ne pas protéger aussi les espèces animales, à commencer par celles qui nous sont les plus proches, je pense notamment aux grands singes. Donc je suis humaniste, mais mon humanisme n'est pas du tout une religion de l'homme. Je ne fais pas partie de ceux qui bêlent devant la grandeur prétendue de l'être humain. C'est plutôt ce que j'appelle un humanisme de la miséricorde, qu'on trouve chez Montaigne, qu'on trouve chez Voltaire, qui sont d'incontestables humanistes. Il ne s'agit pas de célébrer la grandeur de l'homme, il s'agit de nous pardonner mutuellement notre petitesse, notre faiblesse, le peu que nous sommes et que nous pouvons. En l'occurrence, ce sont moins des anecdotes que des drames. La mort de ma mère qui s'est suicidée, j'avais une trentaine d'années. La mort de ma petite fille, de notre petite fille, mon ex-femme et moi, qui était notre premier enfant, qui est morte à 6 semaines. Alors ça, c'est beaucoup plus que des anecdotes. Ce qu'il y a d'anecdotique pour ce dernier point, c'est qu'elle est morte le 6 mai 1981, c'est-à-dire 4 jours avant la victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle, victoire pour laquelle je me battais depuis 10 ans. J'étais militant communiste, je me suis battu pour l'Union de la gauche, je me suis battu pour l'élection de François Mitterrand. Sauf que le 10 mai 1980, le soir de la victoire, que j'espérais depuis au moins 10 ans, là où toute la gauche faisait la fête à la Bastille, moi j'étais en larmes, malheureux comme jamais. Ça, c'est de l'anecdote. C'est une coïncidence, évidemment, qu'elle soit morte le 6 mai 1981. Elle avait 6 semaines. Mais cette anecdote m'a marqué parce que ça m'a confirmé dans notre fragilité. Quand Montaigne écrit « ces choses tendres que la vie est aisée à troubler », tendre au sens de fragile, comme on dit un bois tendre, une pierre tendre. Voilà, ma vie a été brisée ce jour-là. Je me suis remis, je ne vais pas jouer...
à l'inconsolable. Le temps a fait son travail, la souffrance s'est apaisée, mais je n'oublierai plus depuis cette date-là notre fragilité. Et puis ça m'a aussi éclairé sur le fait que les enthousiasmes collectifs, même légitimes, c'était bien de faire la fête le 10 mai 1980, la gauche n'avait pas été au pouvoir depuis tellement longtemps, malgré tout en quelque chose d'un peu dérisoire à côté de l'essentiel de l'existence humaine, qui est la vie, la mort, l'amour, etc. Voilà, et donc ça a contribué à relativiser l'importance de la politique à mes yeux, à apaiser mon enthousiasme militant. Je continue à m'intéresser passionnément à la politique, mais avec un peu plus de distance que dans ma jeunesse. Non, je crois que j'arrive à l'âge justement où j'ai réalisé mes rêves, et même au fond mieux que ce à quoi... Enfin, mieux. Moins bien que ce que j'espérais à 16 ans, mais beaucoup mieux que ce que je croyais pouvoir faire à 22 ou 23 ans, si vous les voyez. Donc, et au fond, moi, je suis satisfait. Je voulais être écrivain, je suis écrivain. J'ai voulu être philosophe, je suis philosophe. J'aime bien les livres que j'ai faits, j'en suis satisfait. Ça ne veut pas dire que je n'écrirai plus, mais ça veut dire que d'évidence, l'essentiel de mon œuvre est derrière moi. Eh bien, je vais vous dire, c'est bien. Avoir son œuvre derrière soi, c'est mieux que l'avoir devant, parce que déjà, ça fait beaucoup moins de travail. On peut envisager de se reposer, de profiter de la vie. Je continue d'écrire et je pense que je ferai d'autres livres. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de projet. Je viens de sortir un dictionnaire amoureux de Montaigne, qui est sorti il y a 3 semaines, qui a été un gros travail, évidemment, un livre de 600 et quelques pages. Et donc, je me laisse le temps de souffler, de respirer, de laisser venir éventuellement l'inspiration. J'ai même pas de vagues projets, quelques vagues rêveries, comme vous diriez, et j'attends que tel ou tel de ces rêves devienne justement un projet, que je puisse me mettre au travail. À propos, sinon, non pas une anecdote, mais une citation. Je dirais que ce qui m'a sauvé peut-être, c'est de me mettre au travail tous les matins à 8 heures, et donc de me lever d'abord tous les jours à 7 heures. Peut-être ce qui m'y a incité, c'est une phrase de Baudelaire. Dans ses cahiers intimes, Baudelaire écrit exactement ceci: « Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir. Tout compte fait, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. » Et quand j'ai lu ça, j'avais peut-être 20 ans, 22 ans, je ne sais plus, je l'ai souligné et ça m'a paru très éclairant. Non pas que le désespoir soit forcément l'accablement de la tristesse, mais quand on n'a plus rien à espérer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille, on se met à agir. Au fond, voilà, plutôt que de rêver à l'infini, moi je crois que l'issue, le salut en quelque chose, est du côté de l'action. Montaigne écrit « Je veux qu'on agisse ». Nous sommes nés pour agir, écrit Montaigne. Mais pour moi, agir, ça consistait à écrire, puisque tel était mon rêve, tel était mon projet, vous voyez, mais le moment décisif, c'est quand on passe du rêve à l'action. Et c'est ça qu'exprime mon aphorisme « Va au bout de tes rêves, réveille-toi ». Je crois que toute énergie vient du corps, d'abord, de la vie elle-même. J'ai de la chance d'être en bonne santé. Je t'accorderais volontiers à Freud qu'une bonne partie de cette énergie est d'origine sexuelle. C'est une hypothèse un peu métapsychologique, mais qui non seulement ne m'a pas choqué, ne m'a jamais choqué, mais qui me paraît assez vraisemblable. Mais je laisserai là-dessus les spécialistes s'exprimer. Donc l'énergie vient d'abord du corps, et puis moi j'ai eu une grande chance. C'est que j'ai détesté mon père toute mon enfance. Eh bien, je vais vous dire, pour un fils, c'est une grande chance, parce qu'on a quelqu'un à qui s'opposer. Vous savez, ce que disent souvent les philosophes, on ne se pose qu'en s'opposant. Eh bien, il faut avoir quelqu'un à qui s'opposer. Et autant ma mère était difficile à aimer, Dieu sait que je l'ai aimée passionnément, autant mon père était facile à haïr. C'était le pôle le plus solide de ma construction. Je le haïssais parce que j'ai le sentiment qu'il rendait ma mère malheureuse, avec une part d'injustice, parce qu'elle était assez grande pour se rendre malheureuse toute seule, mais ça je l'ai compris plus tard. Et après, donc j'ai pardonné à mon père, évidemment, mais pendant toute mon enfance, 7 ans, 10 ans, 12 ans, je souhaitais concrètement que mon père meure. Voilà, l'idée de tuer le père, je ne voulais pas moi le tuer, mais au sens freudien du terme, je me suis battu contre lui.
Et cette haine m'a autant renforcé, je crois, que l'amour que j'avais pour ma mère m'a fragilisé. Parce qu'au fond, j'ai appris à aimer dans le malheur de ma mère, qui était une dépressive. Et j'ai appris donc à mesurer l'amour que je porte aux gens à la quantité de souffrance que je peux ressentir pour eux. Au fond, c'est le contraire de ce que dit Spinoza, et peut-être j'ai si souvent cité cette formule de Spinoza: l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, écrit Spinoza. Autrement dit, aimer, c'est se réjouir de. Et je crois que c'est vrai souvent, sauf que moi, aimer, ça a été pendant longtemps souffrir de la souffrance de ma mère, être malheureux du malheur de ma mère. Et donc j'ai appris à aimer dans sa souffrance, ce qui est bien sûr une fragilité, mieux vaut apprendre à aimer dans la joie, mais ça a été un peu contrebalancé par cette force d'opposition en moi que j'avais, inspirée par la haine que j'avais pour mon père. Maintenant, les deux sont morts depuis longtemps. La haine s'est apaisée bien avant la mort de mon père. Quand les dernières années, les dernières années de la vie de mon père, on avait des rapports tout à fait courtois, détendus et même affectueux, en vérité. D'autant plus qu'il a épousé en seconde noces. Après que ma mère l'ait quitté, il a épousé une femme merveilleuse que j'aime beaucoup, qui elle est toujours vivante. Non, la haine n'a pas duré très longtemps, mais elle a structuré mon enfance, contrebalançant encore une fois ce qu'il y avait de très douloureux, de très anxieux dans l'amour que je ressentais pour ma mère. J'ai des regrets un peu secondaires. J'ai des regrets de ne pas avoir fait de grec à l'école, mais moi, mes parents étaient des petits commerçants, il n'y avait pas de raison de faire du grec. Et après, j'ai regret de ne pas avoir fait d'allemand. J'ai fait anglais et espagnol. Si j'avais su que je ferais de la philo, j'aurais plutôt choisi anglais et allemand, évidemment. J'ai le regret de ne pas avoir travaillé assez. J'étais plutôt un mauvais élève jusqu'à la terminale, quand la passion de la philosophie m'a pris. Après, en Hippocagne, en 4, j'ai travaillé beaucoup, mais au collège, au lycée, j'étais plutôt un élève dissipé, un peu feignant. Par exemple, je suis nul en anglais, et je le regrette. J'aimerais bien pouvoir faire des conférences en anglais, j'en suis absolument incapable. Voilà, mais oui, c'est des regrets quand même très, très secondaires, finalement. Non, pour l'essentiel, je ne dirais pas comme Montaigne, si j'avais à revivre, je revivrais exactement de la même façon, ce qui me paraît quelque peu exagéré, même sous la plume de Montaigne, j'ai du mal à le croire tout à fait, mais en tout cas, non, je ne dirais pas ça. Il y a des choses que je ne referais pas pareil, mais je n'ai pas non plus de regrets dramatiques. Je remercierais bien papa et maman, mais après tout le mal que j'ai dit de l'un et de l'autre en un sens, puisque c'est grâce à eux que je suis, et c'est grâce à eux que je suis ce que je suis. Puis après, il y a des gens qui ont compté. Par exemple, Bernard Fayet, qui était l'aumônier de mon lycée. Moi, j'étais catholique jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et ça a été le premier homme, enfin les deux aumôniers que j'ai eus, le père Jaffrès d'abord et a fortiori Bernard Fayet, qui lui est devenu vraiment un ami proche, mais pendant toutes mes années d'enfance, d'adolescence, les deux seuls adultes vraiment estimables, voire admirables que j'ai rencontrés, c'était deux prêtres catholiques. Les deux aumôniers que j'avais eus au collège et au lycée. Et c'est pourquoi je n'ai jamais pu partager l'espèce de haine, de rancœur que Michel Onfray a contre l'Église catholique, pour des raisons qu'il explique dans ses livres et que je comprends très bien. On n'a pas la même expérience. Mais moi, non, au contraire, le rapport que j'ai eu avec l'Église catholique a été plutôt un rapport positif. Et notamment ces deux aumôniers, ces deux prêtres, sont plutôt des pôles lumineux dans ma vie. Après, il y a eu mes professeurs, professeurs de philosophie, Pierre Hervé en terminale, André Pessel en Cagne, Louis Althusser à Normal Sup, Marcel Conche à la Sorbonne. Voilà des gens qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup inspiré, beaucoup guidé. Et puis quelques amis, dont deux qui sont morts récemment, c'est pourquoi j'y pense peut-être encore plus qu'à d'autres. Mon ami Jean Salem, que j'ai connu au lycée en 67, donc on a fait 68 ensemble, et mon ami Zvetan Todorov, les deux sont morts à quelques mois d'intervalle, et c'était deux amis merveilleux.